bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Coproduit avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du marché, organisé par Comexposium. Je suis Cyril Duplessis et acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole à ceux qui font notre écosystème, prestataires comme commerçants. L'idée est de comprendre le marché et de nous intéresser aux enjeux et aux perspectives du retail et de l'e-commerce en France. Nous recevons soit un retailer seul, soit un prestataire accompagné d'un retailer. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je voulais vous remercier pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et de voter 5 étoiles pour ce podcast. Vous pouvez même laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Lernon, le directeur général, marketing, expérience client, data et e-commerce de But. Thierry fait partie du club des personnalités influentes du e-commerce en France. Nous allons le voir, son parcours au sein de grandes enseignes et les projets qu'il y a développés lui autorisent une analyse et une prise de hauteur intéressante. Et c'est bien la raison pour laquelle nous allons échanger avec lui sur les enjeux et les perspectives marché du retail et du e-commerce. Et plus précisément, nous allons aborder 3 grands thèmes. En quoi le comportement des consommateurs a-t-il évolué post-Covid ? Comment les retailers s'adaptent-ils et continuent de s'adapter ? Et enfin, comment les annonceurs peuvent-ils prendre la parole dans le contexte actuel ? Alors bonjour Thierry, merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. Et avant de commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, très heureux d'être là avec toi. Je fais du e-commerce et du marketing relationnel depuis 2000, depuis les débuts de l'affaire. J'ai commencé, si je me remonte au tout début, comme contrôleur de gestion à La Redoute, sur la logistique et sur le développement international. Et puis je suis parti en Suède en 2000 pour développer le marketing relationnel qui n'existait pas du tout chez ce qu'on appelait à cette époque-là un VADiste, un cataloguiste, qui était le leader scandinave, qui s'appelait Elos. J'y suis resté 5 ans, fait beaucoup de choses, et je suis parti ensuite pendant 2 ans aux États-Unis chez un autre leader historique de la VAD dans le domaine de la maison, pour même brief, développer un marketing relationnel qui n'existait quasiment pas, et développer le e-commerce, les analytics, et une approche très quantifiée du marketing. Là, tu étais chez Redcast, hein, c'est ça ? Tout ça, c'était des filiales de Redcast. Ouais. Ouais. Et ensuite, tu es passé à La Redoute, c'est ça ? Tu es revenu pour aller chez La Redoute à nouveau ? Oui, tout à fait. Je suis revenu en 2007 ou 2008 pour prendre en charge le e-commerce. J'y suis resté 2 ans. Et puis après une quinzaine d'années dans le groupe Redcat, qui était une filiale de Pinot au Printemps Redoute, qui s'appelle maintenant Kering, je suis parti sous des cieux complètement différents. Je suis parti chez Made in Design, qui était un pure player du design, du meuble et du luminaire haut de gamme et de grandes marques. Qui a été créé par Catherine Collin, si je ne me trompe pas, c'est ça ? Oui, tout à fait, aux côtés de Catherine Collin. Et j'y suis resté 1 an, puis je suis parti m'occuper du digital chez Virgin, le défunt Virgin Store, qui avait un équivalent de iTunes avant l'heure, qui ne vendait que du dématérialisé, de la musique et du film. J'ai développé le livre digital et la musique par abonnement. Et c'est le seul morceau de Virgin qui a subsisté après la mort des magasins physiques, qui était racheté par Digital Virgo, les Lyonnais. Et puis je suis arrivé chez But en 2014, il y a déjà maintenant 6 ans, pour développer, passer un cran du dessus en termes de développement omnicanal, et pour mettre en place encore une fois un marketing relationnel qui n'existait quasiment pas. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est justement en fait de me concentrer 2 secondes sur But, c'est l'expérience la dernière en date. Quand tu arrives chez But, qu'est-ce que tu trouves et quelle est ta lettre de mission ?
Et alors, je suis arrivé un peu par hasard, puisque je suis arrivé pour faire l'intérim du patron du e-commerce qui était parti 2 jours par semaine. Et le patron de l'époque de But, qui s'appelle Franck Massen, m'a demandé d'écrire une stratégie omnicanal, de proposer une stratégie omnicanal. Ce que j'ai fait, elle lui a plu. Euh, et du coup, on s'est mis d'accord sur les moyens. Il y avait tous les retailers veulent toujours. Pour moi, il y avait à peu près tous les voyants rouges qui étaient allumés. Un retailer historique, très historique. Une boîte en LBO, et pour être complètement honnête, un CEO, un Frank Masson, qui était un financier à l'origine. Tous les retailers veulent faire de l'omnicanal et digitaliser leur marketing, changer leur expérience client. Mais rares sont ceux qui sont vraiment les moyens. Donc on s'est bien mis d'accord sur les moyens. Il m'a accordé tout ce que je demandais. Et du coup, j'ai accepté de rejoindre But avec un grand bonheur parce que c'est vraiment une boîte pas commune sur bien des points. Pour répondre à ce brief qui était de développer le e-commerce profitable dans une vraie approche omnicanal respectant l'équilibre avec les magasins et développer le marketing relationnel qui existait quasiment peu, ainsi que la partie online du marketing, sachant que But était à ce moment-là très ancré sur un marketing entièrement offline. Ok, donc ça fait aujourd'hui combien? 6 ans, plus de 6 ans que tu es chez But. Tu considères que le chantier est déjà bien abouti, que vous êtes mature aujourd'hui? C'est quoi la situation en 2020? Et c'est un peu, je ne crois pas que ce soit des chantiers sur lesquels on n'aboutit jamais vraiment complètement. Euh, le chemin à parcourir était long. On a bien avancé. Le e-commerce est passé de 2% à 8% pré-Covid. Et là, on est plutôt dans les 11-12%. On a fait un bond de 50%. Il y a un vrai marketing relationnel maintenant puissant, entièrement digital, avec une cinquantaine de scénarios automatiques qui partent du client plutôt que de partir de la marque, ce qui est la stratégie classique hors du marketing relationnel. Mais par contre, il y a encore énormément de choses à faire en termes d'expérience client. J'ai élargi mon périmètre il y a 1 an et demi au marketing offline. J'ai récupéré la totalité du marketing et l'expérience client. Et là, sur le côté expérience client, on a vraiment une dette. C'est une boîte qui a un système d'information qui est encore beaucoup à améliorer sur cette dimension omnicanal. Système d'information qui connaît très bien les magasins et pas forcément le client final. Il y a un siège, une supply, des systèmes centraux qui historiquement connaissent bien le magasin, et c'est le magasin qui connaît au niveau IT et au niveau flux de données, et aussi au niveau culture d'ailleurs, qui connaît le client final. D'accord. Donc le gros sujet, c'est d'adapter la supply chain, la logistique, et avec mes camarades de jeu du CODIR et l'IT, pour se donner les sous-jacents qui permettent de faire du bon omnicanal. Alors, merci pour ces précisions. Avant qu'on passe sur des sujets un peu plus macro, comment tu définis la proposition de valeur de But dans l'environnement concurrentiel qu'est le sien aujourd'hui en France? Et But, c'est un leader de l'offre meuble et déco, de l'équipement de la maison au sens meuble et déco, et un peu d'électro en France. C'est une boîte qui a fait 2 tiers de son chiffre d'affaires sur le meuble et l'électro, et le meuble et la déco, pardon, et un tiers sur l'électro ménager, avec une particularité qui est un avantage essentiel, qu'il a toujours été, mais qui l'est plus encore maintenant, qui a un réseau très dense de magasins. C'est 310 magasins en France, très bien répartis, y compris dans des zones très rurales, alors que les autres gros concurrents, que ce soit en électro ou en meubles, sont plutôt dans les 200 magasins ou moins. Ikea, c'est une cinquantaine de magasins. Confo, c'est à peu près 200. Boulanger, Darty, c'est aussi dans les 200. Donc un maillage beaucoup plus dense que tous les autres acteurs, qui permet pas mal de choses. Ça permet une proximité avec le tissu local qui est forte.
Ça permet, on est sur des catégories d'achat assez impliquantes en termes de prix et qui visent aussi une cible clientèle pas CSP++ et pas très fortunée. Donc chaque euro compte. Et donc tout ça, il y a un grand intérêt à aller voir et discuter avec des pros les produits et préparer son achat. D'où l'intérêt de la proximité. Hmm. Et l'autre point essentiel, c'est que ça nous donne un système de points de retrait sur des produits encombrants qui est inégalé en France encore. Et sachant que le retrait en magasin, même pour de l'encombrant, c'est un peu une de mes grandes surprises par rapport à mes racines textiles d'origine, même pour de l'encombrant, le retrait en magasin est une vraie force parce que quand je veux, moi client, gratuit, dans le cas de but, y compris le week-end et y compris le soir. Et donc, énormément d'avantages par rapport à la livraison à domicile, qui est même très bien exécutée, soit compliquée, soit douloureuse. Surtout pour du hors gabarit en fait, hein, qui est pas Ouais, qui est pas toujours simple. Ben justement, c'est une bonne transition vers le consommateur. La question, le premier thème on va évoquer, le consommateur post-Covid n'est plus tout à fait le même. Comment ses besoins ont-ils évolué? En quoi ses habitudes de consommation ont-elles changé? Qu'est-ce qui est conjoncturel? Qu'est-ce qui peut perdurer? Quel est ton point de vue par rapport à ce thème du consommateur? alors je crois qu'il faut un peu toujours se méfier des phénomènes de mode ou des grands coups balanciers à gauche et à droite. Les fondamentaux du consommateur, ils vont pas changer. C'est le prix, le choix, euh, la disponibilité, ce qui veut pouvoir dire beaucoup de choses, la disponibilité. Ça va pas changer. Ça va peut-être même s'accentuer au niveau du prix, étant donné des difficultés économiques qui vont sans doute être devant nous en termes de pouvoir d'achat. Pour moi, ça reste 80% du sujet. Ce que Covid a changé, c'est sans doute, c'est peut-être un lieu commun que de le dire, mais une accélération de la préparation digitale des achats, puisqu'il y a eu le confinement, les magasins étaient fermés, on a eu du temps pour préparer ces achats plus encore qu'avant, qui sont des achats impliquants. Et donc, on a bien vu, on a un trafic online qui a pratiquement doublé, qui s'est jamais arrêté, même pendant le confinement. Il a pratiquement pas baissé, alors qu'on avait coupé tous les investissements, online et offline. Et donc ça, c'est quand même assez phénoménal. Le trafic online vers le catalogue et vers l'enseigne n'a quasiment pas baissé. Et 2-3 semaines avant la fin du confinement, il a commencé à atteindre ses niveaux historiques, puis à doubler. Hmm. Alors c'est vrai Euh, qu'en termes de consommation et de, finalement, les fondamentaux, je partage ton point de vue, n'ont pas été remis en question. Il y a des accélérations de tendance finalement fortes. Euh, tu as parlé d'ailleurs de la sensibilité au prix qui revient, et ça c'est quand même un changement. Alors espérons le changement soit conjoncturel, mais il est vrai qu'avec la crise économique, la sensibilité au prix va s'accélérer. Et finalement, quand je t'entends parler de la proposition de valeur de but tout à l'heure, j'ai l'impression que vous êtes plutôt pas mal placé. Il y a aussi des sujets qui sont plus euh, qui se sont accélérés. La consommation locale, finalement, la proximité. Quand tu me dis on a plus de 300 points de vente chez But, est-ce que ça répond un petit peu aussi à ses besoins? oui, oui, tout à fait, parce qu'à plusieurs niveaux. Il y a ce gros phénomène alors qui était légal quasiment pendant Covid, puisqu'on ne pouvait pas sortir de son département. But est un des seuls acteurs sur ces métiers-là qui a un ou plusieurs magasins dans chaque département. Donc on était toujours dans la règle des 50 km, des 100 km ou moins. Mais maintenant, cette règle-là a disparu. Le fait de ne pas avoir à faire des dizaines et des dizaines de kilomètres pour aller choisir, souvent en famille, son intérieur, c'est un vrai avantage. Je crois qu'une des choses qui va rester, et toute proportion gardée, c'est la sensibilité à l'environnement. Et donc, la proximité à ce sens-là est un plus. Il y a l'énorme avantage du retrait aussi, proche, qui
qui est très pratique, quel que soit le contexte. Et il y a aussi le fait que chaque magasin peut adapter son offre à son environnement local, qui est globalement assez... les besoins sont à peu près les mêmes, mais bon, quand même, le commerce, c'est essentiellement l'adaptation au client. Et donc, il y a aussi quand même des adaptations locales. Et au niveau retail ou business model, le fait de savoir faire des magasins et de les faire tourner de façon profitable, qui fassent 1000 m² ou 7000 m², c'est un énorme avantage d'adaptation à son marché. On a des gros magasins dans les grosses zones de chalandise et on a des beaucoup plus petits magasins dans les zones très rurales, à Saint-Yrieix, que tout le monde connaît, en Dordogne, ou à Sarlat, si je reste en Dordogne. Et on peut aller encore plus loin, c'est une conviction qu'on a et qu'on déroule, sur le fait de continuer à ouvrir des magasins proches des gens, dans des zones très rurales où il y a peu d'offres, avec un très bon niveau de qualité commerciale et de qualité de produits et de qualité de service aussi. Oui, alors c'est une super transition vers justement la façon avec laquelle le retail s'adapte et s'est adapté et continue à s'adapter. On l'a vu, hein, les drives se sont développés pendant le confinement. On voit finalement valider les démarches de commerce unifié qui ont été initiées avant la crise. De manière plus générale, selon toi, quels sont ces enjeux, là tu as commencé à y répondre un petit peu, hein, de proximité, les enjeux de marché auxquels les retailers doivent répondre. Finalement, derrière cette question, quel est le rôle du point de vente à terme ? Est-ce qu'il est tout à fait le même ? Est-ce qu'il doit s'adapter ? Comment il peut vivre avec le canal digital ? Moi, je suis convaincu que les clients sont par nature très divers. Le même client peut avoir envie de ne pas aller en magasin et de tout faire en ligne à un instant T et de se faire livrer. Donc une expérience assez désincarnée. Et à d'autres moments, passer du temps en magasin, le plaisir de toucher les produits, d'essayer, d'avoir du conseil, de voir d'autres gens, enfin le plaisir de faire son shopping, c'est pas du tout contradictoire, mais c'est souvent le même client. L'enjeu et la grande difficulté, c'est de laisser le client au choix et d'avoir une bonne expérience en magasin comme en ligne, et aussi une bonne expérience et une troisième dimension, et une bonne expérience seamless à travers les canaux, parce qu'on commence souvent son parcours soit en magasin, on le finit en ligne, soit en ligne, on le finit en magasin, soit on croise tout. On a des tas d'éléments qui nous montrent ça. Donc on gagne, à mon avis, si on a un réseau dense près des gens, près des clients, une bonne expérience en ligne, ce qui veut dire énormément de choses. Hein. Ça veut dire de la vitesse sur mobile, ça veut dire des contenus très riches, ça veut dire une unicité de prix pour une unicité aussi d'accès à tous les services, que ce soit les services de livraison, les services de financement, les services d'extension de garantie, le service après-vente aussi, et une qualité d'interaction avec le client qui soit bonne, que ce soit en magasin ou en ligne ou à distance, pour le dire autrement. Tout ça, c'est pas simple, c'est beaucoup de choses à aligner, mais moi je crois fondamentalement, c'est des gens d'Urbaine qui reviennent et qui sont peut-être en train de revenir un peu en ce moment sur le déclin des magasins. J'y crois absolument pas. C'est une force phénoménale que d'avoir des magasins parce que y a du conseil, il y a du stock dispo immédiatement. On peut toucher un canapé, c'est quand même, ou un matelas ou un sommier et plein d'autres produits. C'est quand même vachement mieux si on peut s'asseoir dessus ou se coucher dessus que de l'acheter uniquement en regardant des photos et un prix. Oui, et justement, un point de retrait. le rôle, je partage ton point de vue. Finalement, je sais pas j'entends pas tant de commentaires selon lequel c'est le déclin du point de vente physique. Non, Je pense, je c'est suis d'accord plutôt. avec toi. Plus maintenant, c'était très fort il y a quelques années, plus maintenant. Ouais, je pense que Je me c'est demande. assez intégré. Il y a finalement peut-être, tu parlais tout à l'heure de retour de balancier, c'est peut-être un retour de balancier et pour rééquilibrer les choses. Et finalement, le point de vente a toute sa place dans cette dimension omnicanale, hein, ce commerce unifié.
Et c'est pour ça que on peut, à un moment ou à un autre, légitimement poser la question, mais quel est le rôle du point de vente? Effectivement, est-ce qu'il va d'abord faire du showrooming? Est-ce que ça va être un point conseil? Et on peut aussi poser la question sur son rôle dans la supply chain. On parlait de local, hein, dans quelle mesure finalement c'est les stocks répartis dans le réseau qui vont servir la supply. C'est quoi le mode de fonctionnement chez vous? Mais le levier est énorme si on arrive à faire du magasin tout ça, c'est-à-dire un point de conseil, un point où on voit les produits, alors pas forcément tous les produits physiquement d'ailleurs, mais un point où ça peut être aussi un point où il y a des grands écrans qui permettent aux vendeurs, dans un petit magasin, de bien montrer et bien mettre en valeur des produits qui ne sont pas physiquement dans le magasin, mais qui peuvent, à la main du vendeur, prendre un sens nouveau et être montrés en beaucoup plus grand que sur un écran de smartphone, par exemple. Ouais, une immersion virtuelle, quoi, en quelque sorte. Ouais, c'est une des dimensions. Mais l'autre grosse dimension qui est la plus puissante, on le voit tous les jours, c'est une dimension logistique et une dimension de fluidité de produit. Parce que du stock en magasin, ce qui est le cas de chez But, c'est de la livraison 2 heures, y compris sur de l'encombrant, le soir même, 18-22 heures, dans toutes les grandes villes de France. Ça, vous pouvez le faire que si vous avez du stock proche des grandes villes. Et avec une vingtaine de magasins en région parisienne, par exemple, pour prendre que cet exemple-là, on peut le faire. C'est un vrai service. Hein. Les gens, ils préfèrent être livrés le soir quand ils sont chez eux plutôt que de poser une demi-journée à attendre leurs produits. Et on voit très bien qu'il y a une prime à l'immédiateté qui est extrême. On pourrait se dire, quand j'achète un canapé, j'attends 4-5 jours. Si j'achète le lundi, je vais prendre le vendredi soir pour me le faire livrer. Non, dans une immense majorité des cas, les gens choisissent le soir même ou le lendemain soir. Donc il y a toujours cette prime à l'immédiateté qui est une force. Amazon s'est construite quasiment entièrement là-dessus. Ça n'a de sens commercial et économique que si on a un réseau dense. Et en même temps, il y a quand même des slow movers, des produits à faible rotation qu'on ne peut pas mettre dans les 310 magasins, parce que sinon, ils bougent. On a une vente une fois tous les 3 ou 6 mois. Donc cela, il faut les mettre en plateforme centrale et pouvoir les faire arriver de façon pratique, soit dans le magasin pour retrait, soit en livraison chez le client. Et aussi toute la gamme encore plus élargie des produits sur commande, donc on a un grand choix de coloris, un grand choix de taille, qu'il faut pouvoir faire venir directement du fournisseur au client final de façon fluide et simple. C'est toute cette logistique-là qui permet d'avoir le beurre et l'argent du beurre sur tous les axes, la dispo, la vitesse, la largeur de gamme, mais qui est une équation très difficile en termes de flux de données et en termes d'organisation logistique pour qu'elle soit optimale. Par contre, le point clé, c'est d'avoir un réseau dense, parce que ça vous permet de faire beaucoup de choses en termes de retrait et en termes de démonstration du catalogue, en ayant les bons produits aux bons endroits, soit en centrale, soit chez le fournisseur, soit dans les magasins. Et c'est techniquement pas simple. C'est bien engagé chez But, mais c'est un levier fondamental et c'est aussi la meilleure arme anti-Amazon ou anti-Wayfair. Wayfair, c'est un pure player américain qui est très bon sur nos secteurs de la maison, qui est en train d'arriver en Europe. Donc tout ce que je viens de décrire, c'est nos meilleures armes anti-Amazon, anti-plateforme digitale pure, qui ont de gros avantages, mais qui ont aussi des faiblesses structurelles. Et la densité de points de retrait ou la densité de showroom, si on prend juste sous cet angle-là, est une faiblesse qu'elles auront peut-être toujours et en tout cas sans doute longtemps encore. Justement, pour parler de combler des faiblesses, eux peuvent prendre la parole et conquérir ces entrants-là, conquérir de nouveaux clients, acquérir de nouveaux clients. En matière de prise de parole, justement, et de fidélisation client, est-ce que le paradigme n'a pas un peu changé? Comment aujourd'hui on fait pour se faire entendre auprès de ces populations? Est-ce qu'on peut quelque part faire la promotion d'un produit de la même façon qu'avant? Quel est le rôle du CRM là-dedans? Alors, pareil, c'est un peu des fondamentaux qui sont vrais depuis un bout de temps, mais qui sont de plus en plus vrais, et Covid accélère encore les choses, à mon sens.
Euh, il faut réussir à parler de toutes les dimensions du produit, y compris les services, et à égalité avec son prix et le produit. Parce que dans nos catégories de produits, la façon dont on prend possession du produit, les précautions en ce moment, les précautions qu'on va prendre dans l'accueil en magasin en termes de sécurité sanitaire ou autour de la livraison. Donc tout le sens qu'on donne autour du produit, le fait qu'une bonne partie des produits sont fabriqués en France ou en Europe, toutes ces dimensions-là, on sent qu'on a de plus en plus de traction quand on les joue bien auprès des clients. On a aussi de plus en plus de traction en interne parce que nos salariés sont aussi des clients et des citoyens surtout. Et donc on réagit tous aux mêmes choses positivement. Donc tout ça, c'est des éléments nouveaux qui sont assez moteurs et assez motivants et qui nous donnent une vraie traction. On a un redémarrage qui est assez fort sans doute en partie parce qu'on a bien préparé toutes les dimensions de com autour de la livraison sans contact, du retrait sans contact, et qu'on a bien Comment équipé vous les avez fait magasins. en termes de communication? C'est quoi concrètement? Comment vous y êtes pris? Euh, Essentiellement le digital au début, une communication omniprésente sur le site, pas mal d'emails. Et on a adapté tous les emails de tous les scénarios relationnels pour inclure des dimensions de réassurance sur le sans contact, que ce soit en livraison, en retrait ou en accueil magasin aussi. Et on a profité aussi des aubaines qu'on avait en termes d'achat de trafic. 2-3 semaines avant la fin du confinement, les prix les CPC étaient très très bas. Hmm. Donc on a ouvert les vannes assez largement là-dessus, bien profité de ça. Et on a fait une campagne télé aussi, pareil, en profitant des coûts qui étaient très bas, uniquement sur la TNT. Et vous avez Et réussi à puis, mesurer les retours finalement, les retours sur investissement, entre guillemets, de ce genre de pas, communication? pas précisément, parce que tous les benchmarks pendant Covid et même après le déconfinement sont complètement bouleversés. Notre benchmark principal, c'est le fait qu'on a un redémarrage qui est très fin et très très fort, auquel on s'attendait absolument pas, qui est plutôt dans le très haut des paniers par rapport à nos concurrents d'après ce qu'on peut voir. Donc on se dit qu'on a dû pas trop mal s'y prendre, mais non, il n'y a pas de, à part les coûts d'acquisition qui étaient vraiment la moitié ou le tiers ou le quart parfois de ce qu'on voyait auparavant. J'ai pas de benchmark précis à part la santé globale de la boîte. Tu as en charge la data, et c'est sur cette dernière axe que je voudrais un peu conclure. Qu'est-ce que tu observes? Est-ce qu'il y a beaucoup de repeat business? Est-ce que il y a les clients qui ont finalement les catégories qui ont changé? Les best-sellers ont plus été les mêmes. Comment tu analyses la donnée finalement aujourd'hui que tu as collectée ces derniers mois? Alors il y a à court terme où il y a vraiment une modification des catégories de produits. Euh, on en a pas mal entendu parler dans la presse. Les bureaux, tout ce qui est équipement personnel en termes de câbles ou d'ordi ou de réseau. La consommation s'est vraiment centrée là-dessus. Plus globalement, c'est tout ce qui permet d'aménager son intérieur et de le rendre plus beau, qui s'est considérablement développé. Le froid aussi, si on est sur quelque chose de plus précis. Les gens ont stocké pas mal d'alimentaires et pour ça ont eu besoin d'électroménager autour du froid. On pense que le fait de s'occuper de son intérieur est quelque chose qui va subsister pendant un bon bout de temps et que les dépenses de consommation se recentrent un peu là-dessus. On va voir avec la reprise des loisirs, qui est quand même un poste important de dépenses en été, ce que ça donne. Et plus philosophiquement ou plus profondément, on a vraiment vu le trafic online, qui était déjà 3 fois le trafic magasin, là il est passé à peu près à 6 fois, prendre une importance considérable en termes de préparation d'achat. Après que l'achat se concrétise en ligne ou en magasin, à la limite, c'est pas le problème. Mais du coup, toutes nos problématiques de DMP ou d'identification du trafic online et de sa conversion en magasin,
tout le fait de comprendre le comportement, le mouvement des clients pour pouvoir investir online autant et mieux et bien compléter le marketing offline classique qu'on fait. Toutes ces dimensions-là ont pris une importance encore plus démesurément plus grande qu'avant. Parce que les gens passent plus de temps online et c'est sans doute quelque chose. Enfin, c'était déjà une tendance de fond absolument massive. C'est en train de devenir un changement d'échelle très fort. Et à mon avis, celui-là, il va perdurer parce que les gens passent du temps en magasin. Je pense que c'est clair que c'est quelque chose qui va rester comme auparavant, et qui prépare davantage et qui se soit habitué à des tas de modes de préparation digitaux. Je crois qu'il y a toute une partie de la population qui le faisait peu et qui s'y est mis, et qu'il y a toute une partie de la population qui le faisait, qui le fait de façon encore plus naturelle et encore plus permanente maintenant. Bah écoute, c'est en fait quelque part le mot de la fin. Tu es en train de nous dire que le confinement n'était pas le seul à le faire, a été aussi une formidable occasion de recruter de nouveaux utilisateurs, de gens qui n'étaient pas forcément adeptes du commerce en ligne et qui s'y sont mis. Donc tu confirmes en fait ce qu'on peut entendre par ailleurs. Merci beaucoup Thierry pour la qualité de ces échanges. Merci pour ton analyse et puis de nous avoir partagé toutes ces insights en provenance de But. Merci beaucoup à Comexposium, organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, pour la coproduction de cet épisode. Et merci à vous tous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages sur le site lesdigitaldoers.com. Thierry, je te dis à très bientôt. Merci Cyril, à bientôt. Salut.